Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture. J'ai 8 livres à vous présenter, on va essayer de faire court. Dans cette vidéo, je vous parlerai du tome 3 de Frère Wolf, le dernier épouvanteur de Joseph Delaney paru chez Bayard Jeunesse. On continuera avec de la jeunesse avec L'Esprit de l'ours de Didier Bovard chez les éditions de l'Astronome. On passera ensuite à des suites de sagas avec Immortality Love Story de Dana Schwartz paru chez Albin Michel. Suite de saga également avec The Golden Cage de Lynette Noni chez Hachette. On parlera également One Shot avec Survivre à la nuit de Tess Bertrand en auto-édition. Rita de Marie Pavlenko chez Flammarion. Stalker de Sarah Epstein chez Bayard. Et on finira sur une lecture de saison avec L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo chez Twinkle Édition. Allez, la vidéo va être assez longue comme ça, donc on va aller tout de suite à l'essentiel. Je vous parle très rapidement de Frère Wolf puisqu'on est dans un 3e tome. Donc clairement, je vais simplement vous faire un rappel. Nous sommes avec Frère Wolf qui est, comme son nom l'indique, un frère qui se destine à la prêtrise et va croiser la route de Tom. Tom, l'épouvanteur de la saga de l'épouvanteur. Et donc, ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Frère Wolf va avoir certaines révélations sur ce qu'il est, ce qu'il peut être, ce qu'il sera. Et donc, dans ce 3e tome, on est plutôt sur Tom. Ce qui est assez étrange parce que c'est Frère Wolf normalement le personnage principal, mais une bonne grosse partie de ce roman est sur Tom et ça m'a fait un plaisir fou de retrouver Tom parce que on ne peut pas passer 15 tomes avec Tom sans s'attacher à lui, sans s'attacher à Alice, sans s'attacher à tout le monde. Donc j'avais une joie immense à retrouver Tom et à le suivre dans ses aventures, même si ça me brise le cœur la moitié du temps parce que Tom est affaibli, Tom est un vieil épouvanteur, Bref, vous avez compris. Et on va par la suite retrouver Wolf et son évolution est dingue. C'est un truc de fou ce qui se passe dans ces tomes avec Frère Wolf, il a une évolution énorme, il passe par tout un stade d'ailleurs, transformation on va dire. Je veux pas trop vous en dire. En tout cas, je suis une fan absolue de la saga de l'épouvanteur, donc j'attends la suite avec impatience. Je crois que le 4e tome est le dernier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Delaney est décédé, donc on n'aura pas forcément d'autres sagas dans cet univers, ce qui est bien dommage. Mais bon, si déjà on a une conclusion à Frère Wolf, j'en serais déjà très heureuse. On continue avec un petit livre jeunesse. Je l'ai lu avec Julia, donc alors... Lire avec Julia, c'est un bien grand mot, c'est plutôt moi qui l'ai lu à Julia, hein, parce que Julia, même quand les livres sont tout petits comme ça, eh bien ça lui fait peur, il n'y a pas d'image, et voilà, à part les BD, c'est vrai qu'elle va sur la facilité, elle va lire des BD plutôt que des romans, donc bon. Alors, écoutez, on a lu ce roman, d'ailleurs j'avais commencé de le lire pendant un week-end à 1000, donc si vous voulez avoir mes premières impressions, déjà sur le début du roman, vous pouvez aller voir la vidéo du week-end à 1000. C'est une très chouette histoire, mais c'est dur. C'est très très dur puisque on est dans quelque chose qui peut être vrai. Enfin, on part d'un postulat de base qui est vrai puisqu'on est au Cambodge, dans un village très pauvre et on va suivre justement une famille très pauvre avec les parents et une petite fille. Et la petite fille est très heureuse que ses parents lui offrent pour son anniversaire un ours en peluche. On voit toute la misère de ce village, on voit tous les problèmes que rencontrent ses parents, qui sont obligés de trimer, de se tuer à la tâche pour avoir quelques pièces pour nourrir la famille. Et on va être avec cette petite fille qui va avoir un gros souci de santé. Et l'ourson va lui tenir compagnie pendant son séjour à l'hôpital. On est sur tout un folklore, alors je ne sais pas si c'est une légende propre au Cambodge ou si c'est quelque chose qui a été inventé, mais bon, je pense que c'est une légende qui doit exister avec l'esprit de cet ours en peluche qui serait présent pour les enfants malades, etc. Donc voilà, il y a tout un côté fantastique avec cet ourson qui veille sur elle, qui veille sur cette petite fille pour que tout aille bien.
Et voilà, en fait, c'est un très joli conte. Voilà, c'est un conte pour enfants. Je pense que c'est dur. C'est plutôt dur, hein. Julia, elle a 8 ans. Et je sais pas si elle a compris toutes les implications de ce qu'était la vie au Cambodge et tout ça. Je sais pas si ça l'a fait prendre conscience que de tout ce qu'elle a ici. Elle râle très souvent, comme quoi elle n'a pas assez de jouets, etc. Là, la fillette, elle n'a qu'un ours en peluche et ça lui fait son bonheur. Il y a plein de jolis messages à travers ce conte. Il y a plein de réflexions sur la vie. Je ne sais pas si ma fille de 8 ans a compris tous ces messages, mais en tout cas, c'était une chouette lecture. Allez, je vous parle très rapidement, puisque c'est un second tome d'Anatomie Love Story. Ici, on va suivre Hazel qui... Dans le premier tome, voulait absolument découvrir la médecine. C'est une jeune femme qui n'a pas le droit, hein, normalement, d'étudier la médecine. Elle se faisait passer pour un homme pour intégrer les prestigieux rangs d'une société de médecine qui faisait des démonstrations. D'un autre côté, elle participait aussi à la recherche des corps, puisque sans dissection, sans autopsie, la médecine ne peut pas progresser, donc elle participait avec Jack, un résurrectionniste, à la recherche de corps dans les cimetières pour les donner à la société de médecine. Et après, ça part un petit peu en vrille dans du fantastique, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. À la fin du tome 1, on était vraiment dans du fantastique. Je m'étonnais de voir ce que pouvait être ce tome 2. Je l'ai beaucoup aimé. On est dans une ambiance peut-être un petit peu moins sombre, différente. On est plutôt dans la haute société. On est à Londres cette fois-ci, plus à Édimbourg qu'on est à la cour du roi. C'est complètement différent du tome 1. Je l'ai beaucoup aimé, ce tome 2. J'ai simplement été un petit peu dérangée. Alors, est-ce qu'on peut dire dérangée? Non, mais par les intrigues un peu amoureuses d'Hazel. Alors dans le premier tome, on était aussi dans des intrigues un peu amoureuses. Mais là, vous savez, il y a toujours un petit peu cette problématique de triangle amoureux qui se dessine, même s'il n'y a pas vraiment de triangle amoureux. Mais voilà, il y avait ce petit truc qui m'a un petit peu gênée. Mais j'ai passé un super moment vraiment avec cette lecture. Ce second tome était top, dans une ambiance très différente du tome 1, mais non moins très intéressante et très glauque, hein. Je dis différente du tome 1 parce que l'ambiance était assez pesante, assez noire dans ces cimetières, etc. Mais l'ambiance à Londres n'est pas moins glauque, vraiment. Il y a des passages qui sont vraiment dégueulasses, hein, clairement. Mais en tout cas, une très bonne saga qui reste un petit peu une de mes sagas chouchou. On continue avec une suite de sagas, avec le second tome The Gilded Cage. J'avais beaucoup aimé aussi le premier tome, The Prison Healer, qui était dans une ambiance toute différente. Ça doit être... c'est bien au moins entre le tome 1 et le tome 2, on change complètement de sujet. Dans le premier tome, nous suivions Kiva qui était emprisonnée dans la prison de Zalindov. Ça faisait 10 ans qu'elle était emprisonnée, je crois qu'elle était rentrée là-bas à 8 ans pour un crime qu'elle n'avait pas commis, puisqu'elle était innocente, c'est simplement sa famille entière qui s'était fait emprisonner. Et dans le premier tome, nous la suivions dans cette prison. C'était un huis clos assez inquiétant, puisque cette prison est tout simplement l'enfer sur terre. On est dans une situation différente dans ce tome 2, je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce que... Sinon, je vous spoil complètement le tome 1. Mais on est avec Kiva, encore une fois, mais c'est différent. On n'est plus dans un huis clos. Bon, je vous spoil quand même un petit peu si on n'est plus dans un huis clos. Mais on est dans un roman qui fait le job, qui se lit très vite. Je me suis bien attachée à Kiva, je me suis bien attachée aux autres personnages masculins. Donc, ça va très bien. Cette saga se lit très très bien, je continue à avoir le même engouement que dans le premier tome. Par contre, j'ai trouvé les mêmes travers que dans le premier tome, c'est-à-dire que dans le premier tome, on était souvent sur quelque chose qui revenait très régulièrement, c'est-à-dire des réflexions de Kiva, qui était persuadée que sa famille allait la sauver. Mais cela à longueur de livre. Ok, ça fait 10 ans que t'es là, mais tu penses toujours que ta famille va te sauver. Et c'était redondant. Toujours, 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 toujours. Dans ce second tome, on retrouve un peu ce travers, mais avec une autre réflexion. Alors c'est plus sa famille qu'elle doit sauver, etc. C'est plutôt, je vais trahir quelqu'un,
Est-ce qu'il va me pardonner? Je ne peux pas l'aimer parce que je vais le trahir. En fait, ça tourne en boucle. Et c'est normal d'avoir ce genre de réflexion. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop redondant et de la même manière que dans le tome 1, ça revenait trop souvent. Donc voilà, c'est le petit bémol que j'ai pour cette saga pour l'instant. Il n'empêche que je lirai la suite avec plaisir. C'en est terminé des sagas, maintenant je vais vous parler uniquement de One Shot avec Survivre à la nuit, qui est le roman d'une copine à moi, qui est Tess, qui est sur Instagram sous le nom de Disorder Reef. Donc c'est une copine... Est-ce que je vais être objective? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce roman avait tout pour me plaire puisque nous sommes dans une sorte de... Alors c'est pas un post-apo, c'est un roman catastrophe plutôt. On est avec un groupe de jeunes qui font la fête, ils font tous les excès possibles à une soirée, sauf que manque de bol, c'est la soirée où le barrage en amont de leur village se rompt. Et donc, alerte générale, les sirènes retentissent de partout, ils doivent évacuer la zone, ils doivent partir pour sauver leur peau. C'est tout ce que j'aime dans un roman, puisque un scénario catastrophe avec une touche de fantastique. Pour moi, c'était génial. J'ai adoré. Je trouve que Tess, on voit que c'est une grande lectrice et qu'elle a l'habitude de lire des romans à suspense, des romans où il faut que ça bouge, il faut que ça bâme, il faut qu'il y ait un peu de tension, il faut qu'il y ait... Voilà, c'était super bien dosé, il y a des moments un petit peu de calme, il y a des moments où on est profondément terrifié à se demander ce qui va nous sauter dessus, ce qui va nous arriver. On a des moments de tension extrême, de face à face avec des choses dont on ignore le nom. Après, il y a des personnages qui sont totalement infects, il y a des personnages qui vous font de la peine, bref, il y a toute une panoplie de personnages, je trouve que la psychologie est plutôt bien abordée. Bref, c'était un très bon roman, que voilà, je suis admirative de ces personnes qui sont capables de produire des romans comme ça. Moi j'en suis incapable, donc je suis admirative et j'ai passé un super moment avec Survivre à la nuit. Je continue en vous parlant de Rita, donc je les ai en épreuve non corrigée, mais voilà, ça c'est la couverture de Rita en version définitive. On va suivre, vous en doutez peut-être, Rita? Eh bien non, c'est la particularité, on ne suit pas que Rita. On va suivre Rita sur la fin, mais en premier lieu on va suivre le groupe d'amis de Rita. Les personnes qui l'ont côtoyée, comme une sorte d'interview, comme une sorte d'interrogatoire, on ne sait pas trop. On va, donc c'est un roman choral, on va avoir un chapitre sur telle personne, un chapitre sur une autre, etc. Et on va essayer de reconstituer l'histoire de Rita grâce à ces témoignages d'amis. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, jusqu'au drame, jusqu'à l'événement, mais on ne sait pas quoi. Et au fur et à mesure, on va reconstituer les événements, on va reconstituer la psychologie de Rita, on va reconstituer... Eh bien, comment elle est vue par ses amis, et à la fin, on aura le point de vue de Rita qui va expliquer ce que elle a vécu pendant que ses amis croyaient vivre autre chose. C'était plutôt bien fait, c'est un contemporain, c'est glaçant hein, quand on arrive au bout du sujet et qu'on voit par quoi Rita est passée. C'est glaçant, il n'y a pas de trigger warning au début de ce roman. Moi, je suis un peu toujours partagée avec les trigger warnings parce que dans un sens, c'est bien, on avertit le lecteur qu'il va y avoir des thèmes durs, mais dans un sens, on spoil tout le livre. Et là, je pense que s'il y avait eu un trigger warning telle chose, il n'y aurait plus vraiment grand intérêt à ce roman, donc voilà, je suis un peu partagée sur les trigger warnings. En attendant, Rita a été une bonne lecture. Comme on est dans une sorte de dialogue, ça passe très bien, ça se lit très vite. Après, c'est pas le genre de lecture que j'apprécie, on est trop ancré dans la réalité. Je lis très peu de contemporains parce que moi j'ai envie de m'évader dans mes lectures, j'ai envie de voir autre chose, de partir dans des contrées fantastiques, mystérieuses. Là, on était trop dans la réalité et trop dans une réalité affreuse. Et moi, ce genre de roman, ça me plombe le moral totalement, donc si vous avez envie de quelque chose de fort, de poignant, de dur, allez-y, foncez, sans problème. Si vous avez envie d'autre chose que la réalité et d'autre chose que de voir le mal-être adolescent, allez ailleurs. On va terminer par ma palle d'octobre.
d'octobre, d'Halloween, j'ai lu Stalker, qui est un thriller psychologique, oui, on va dire psychologique. On va suivre Tash, qui à l'âge de 8 ans, a été témoin de l'enlèvement d'une fillette, de Mallory, qui avait 6 ans. Ça se passait à la fête foraine. Elle a vu Mallory partir avec un homme, et Mallory a disparu pendant 5 jours, je crois. Elle a été retrouvée errante dans la forêt, très mal en point. Depuis, Mallory ne parle plus. Elle n'a pas dit un seul mot depuis cet événement. Sa famille a déménagé, elle est partie, sauf que Mallory revient avec sa famille dans le petit village de Tash. Et avec son retour, eh bien, Tash recommence à vivre des expériences un peu étranges. Elle recommence à voir cet homme qui a kidnappé Mallory. Parce qu'en fait, cet homme, Tash le connaissait très bien puisqu'il s'agissait de son ami imaginaire. C'était Moineau, ce personnage qui venait hanter ses nuits, qui venait jouer avec elle quand elle était petite. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais cru. Quand Tash a raconté son histoire en disant que c'est Moineau qui avait kidnappé Mallory, personne ne l'a cru. Tash a vécu des années et des années de thérapie. D'ailleurs, 10 ans plus tard, elle est toujours en thérapie. Et les événements se précipitent quand Mallory revient. Elle recommence à voir Moineau, ce qui n'est pas bon signe. Et voilà, on va partir dans ce roman, on va partir dans cette enquête pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Mallory. Si Tash finalement a bien imaginé des choses ou pas, si ça se passe dans sa tête, qui sont les personnes qui manipulent Tash, bref, c'est un roman qui est très bien ficelé, qui vous tient en haleine du début à la fin, qui est très bien construit, vraiment je trouve, parce que à certains moments je me disais mais Tash elle est complètement cinglée, elle a un problème psychologique, c'est pas possible, et puis à d'autres moments on se dit ouh, ce personnage est quand même assez bizarre, est-ce que c'est pas lui l'instigateur de tout ça, est-ce qu'on joue pas avec Tash depuis le début? Bref, on se pose mille et une questions. Donc moi c'est ce que j'aime dans ce genre de roman, un thriller un petit peu psychologique, donc c'était parfait. La résolution est finalement assez compréhensible et assez logique, même si on se l'imagine pas forcément. Donc voilà, j'ai été surpris, j'ai été embarquée, donc il m'en faut pas plus. Et on termine avec L'Esprit des Cafés Suspendus. On est dans une toute autre ambiance, on est avec un manoir hanté par un fantôme depuis des centaines d'années. Celui-ci vit sa vie, on est sur une vie très morne, très terne. Il ne se passe plus grand chose puisqu'il n'y a plus d'habitants dans le manoir, jusqu'à ce qu'une vente se fasse et que une agent immobilier se pointe au manoir pour évaluer ce manoir, pour savoir à quel prix le vendre, etc. Et le fantôme la voit et le fantôme se dit que c'est son ancien amour qui est revenu et il va tout faire pour se rapprocher d'elle. Je ne vais pas en dire plus, je pense que vous avez un petit peu le thème central de ce roman. J'ai beaucoup aimé, il était parfait pour la saison. Vous voyez, ça commence à devenir un petit peu gris, un petit peu maussade dehors, bah c'est l'automne, vous avez envie de vous mettre sous un plaid, d'allumer un feu de cheminée, et bah vous prenez ce roman et vous êtes totalement dans l'ambiance. À côté de ce manoir, c'est monté un café, donc sur la propriété du manoir en fait, un café où on vend des cafés suspendus, c'est-à-dire que vous rentrez dans ce café, vous prenez un café pour vous, et vous pouvez commander un autre café qui sera mis sur une petite ardoise, et ce café ne sera pas pris, vous le payez, il ne sera pas pris par vous, il sera suspendu, et si une personne rentre n'ayant pas de quoi se payer un café, on le décomptera de la note et en fait on le donnera à cette personne sans argent. Voilà, c'est un très beau message je trouve, c'est une très chouette initiative. Donc voilà, on a un parallèle, le monde moderne avec ce café et puis le monde qui a été complètement bloqué dans l'époque victorienne avec ce manoir qui est hanté. Et donc cet agent immobilier, cette femme qui va faire les allers-retours entre le passé et le présent. Bref, ouais, c'était sympa. Vous attendez pas à être ému, à être
Voilà, moi je l'ai lu comme ça, comme un conte gothique, en effet. C'est très bien passé, c'est très doux, c'est très romantique. On a une histoire d'amour avec, je vous dis, ce fantôme qui croit voir son amour perdu et qui va tout faire pour vivre encore quelques temps auprès d'elle. Donc ça va très vite, hein. Tout de suite il est amoureux d'elle, il va tout de suite faire de grandes choses pour pouvoir l'aborder, etc. Donc ça va très vite. Dans ce sens-là, je me disais, ah ouais, c'est quand même rapide. Mais bon, ça va pas au-delà. On reste dans quelque chose de très romantique, de très fantasmé, de très mignon, de très romantique, hein, tout simplement. Sans aller au-delà de grandes histoires d'amour entre fantômes et une jeune femme. On est sur une réécriture du fantôme de Canterville, il me semble, je crois, de Oscar Wilde. Je n'ai pas lu le conte original, donc je ne peux pas vous dire, mais il me semble que c'est ça. Bon, c'est très bien passé, et puis je vous dis pour la saison, c'est parfait. Bon bah écoutez, c'en est terminé pour cette vidéo, je suis désolée, elle doit être très longue. Mais bon, j'avais de quoi rattraper, hein. Il fallait que je vous parle de tous ces livres. J'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si l'un de ces livres vous tente. Si vous en avez aimé certains, pas aimé d'autres, dites-moi tout en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.